នេះគឺជាអត្ថបទដែលអ្នកនិពន្ធតែងទេក៏តែខ្ញុំឡើងមកនេះគ្រាន់តែអានជំនួសណាតោះបីមានការឆ្គាំឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនពីព្រោះអត្ថបទនេះខ្ញុំទើបបានទទួលលំបាញ់មិនហ្នឹងទេជាបឋិតញញហើយណាអត្ថបទនេះជាអត្ថបទដែលលោកអង្គទំហឿងដែលសប្តាហ៍លោកនៅប្រទេសបែលហ្សិកដែលមានធុរៈលោកមិនបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ទេម្ល៉េះហើយក៏ផ្ញើអត្ថបទនេះមកដើម្បីនឹងអានជូនអស់លោកជ្រាបអំពីសន្ទនារវាងជាតិខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាភាសាបារាំងទេណាខ្ញុំអត់មានបរិយាទេ Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un honneur et un plaisir de vous parler aujourd'hui sur un sujet qui me tient au cœur, de la culture du dialogue à l'état de droit et de bonne gouvernance au Cambodge. En effet, nous sommes entrés dans le nouveau siècle de la mondialisation qui est en train de bouleverser complètement notre région de l'Asie du Sud-Est et le monde. Un changement d'une telle ampleur exige de nous une réaction radicalement neuve et profondément rationnelle à l'égard du changement. Je crois pour ma part que la culture du dialogue est un bon début pour répondre à ce questionnement. Mais avant de commencer, pour qu'il n'y ait aucun malentendu, j'insiste, je ne suis pas un acteur de terrain. Je ne suis qu'un observateur amoureux du Cambodge et fasciné par la vie et par ce qui nous apporte notre époque où le temps s'accélère de plus en plus. Est-il besoin de préciser que ce temps n'est pas notre allié, il est notre juge. Nous devons tenir compte du fait que nous vivons au XXIe siècle un monde tout à fait nouveau. Il nous apparaît urgent pour obtenir une stabilité politique et sociale sans laquelle il n'y a pas de développement paisible. Nous sommes déjà en sursis. Changer, c'est dialoguer pour trouver un compromis entre nous Khmers. Nous venons de commémorer le 40e anniversaire du génocide de Khmer Rouge. Cette page douloureuse de notre histoire. Nous nous demandons encore pourquoi tout cela a pu se produire dans un pays réputé aussi pacifique que le nôtre, dont la paix et la tolérance et le respect de la vie figurent parmi les valeurs essentielles de notre culture nationale et familiale. Mais regardons vers l'avenir, parce que les morts sont morts pour toujours. Nous le savons aussi, mais comme nous devons continuer à vivre, nous pensons que la résolution de tous ces problèmes tire dans la capacité des vivants à faire face au passé violent. Les souffrances passées pour qu'elles ne soient encore plus cruelles, il faut qu'elles ne soient pas totalement inutiles. Pour cela, le dialogue est toujours indispensable et il faut le poursuivre inlassablement. N'oublions pas que n'oublions pas que la prochaine fois, nous n'aurons probablement plus cette chance. C'est ça le choix
pour l'avenir qu'il faut réfléchir et c'est lui qui doit guider l'action politique. L'événement qui nous unit aujourd'hui est de portée capitale parce qu'il s'agit justement de l'avenir de notre pays. En décidant de soutenir la culture du dialogue, nous avons fait un choix, celui de laisser les morts enterrer les morts et de construire un avenir pour les vivants. C'est une tâche très lourde devant l'histoire. Seul un peuple fier de sa civilisation comme le nôtre peut refuser avec force la fatalité et la résignation et forger un nouveau destin pour son pays et pour lui-même. Comme vous voyez, ma conviction est favorable à la culture du dialogue. S'appuie à la fois sur mon parcours personnel ainsi que sur ma lecture des événements qui ont marqué mon époque et de mes rencontres avec les gens de différents continents. Je souhaite évoquer tout d'abord la mémoire de celui qui, grâce à son courage et à sa détermination par la non-violence, a su conduire le peuple de son immense pays, l'Inde, vers la liberté et la démocratie. Il s'agit bien sûr de Mahatma Gandhi. On peut citer aussi un exemple du combat non violent de Nelson Mandela, père de la nation arc-en-ciel, le seul homme politique du monde à avoir libéré son pays multi-ethnique, l'Afrique du Sud, sans effusion de sang, de Martin Luther King aux États-Unis, Aung San Suu Kyi en Birmanie, ainsi que les initiatives pour défendre, résoudre pacifiquement les conflits au Rwanda, au Chili et en ex-Yougoslavie et ailleurs. Chaque peuple a son histoire, mais le principe est toujours le même. L'homme politique doit avoir un idéal. Mais pour lui, cet idéal n'est pas un dogme intangible. On ne peut pas faire de la politique sans être disposé également au dialogue avec les femmes et les hommes de son propre camp, comme avec l'adversaire. Prétendre en politique aller droit au but comme si on roulait sur une autoroute. Sans dialogue ni compromis, c'est s'exposer à devoir faire un demi-tour, car l'autre partie est animée d'une même ambition. Pour faire la paix avec l'ennemi, disait Nelson Mandela, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient votre associé. Cela dit, je suis pleinement conscient que ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. Le chemin est encore long et plein d'embûches, mais je suis persuadée aussi que la réussite sera au rendez-vous lorsque les acteurs impliqués seront conscients qu'ils n'ont pas d'autre choix et comprendront avec sincérité que face à chaque obstacle qui survient, il existe une opportunité pour aller de l'avant. Imaginons si après l'indépendance, le Cambodge avait fonctionné normalement comme il devrait l'être, avec un état de droit. L'histoire de notre pays et notre histoire personnelle à chacun de nous aurait pu sans doute
évoluer autrement qu'actuellement. J'en suis presque sûre, nous ne serons pas ici, à Paris, loin de notre pays, pour discuter de la culture du dialogue. En effet, à mon avis, on oublie aisément aujourd'hui que dans les premières décennies du siècle passé, le Cambodge, malgré la jeunesse de la démocratie pluraliste, connaissait le début d'une vie parlementaire animée avec plusieurs partis politiques et une presse relativement libre, des élections globalement qualifiées honnêtes pour lesquelles le peuple khmer se passionnait. Chaque fois que je contemple le monument de l'indépendance à Phnom Penh, je pense à tout cela avec nostalgie. Le Cambodge aurait pu établir un état de droit et une bonne gouvernance. Quel gâchis! Mais nous ne pouvons corriger le passé ni refaire l'histoire. Notre tâche la plus urgente et la plus importante, c'est de construire un état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire. C'est un défi majeur pour l'avenir d'avoir une bonne gouvernance, pour lutter efficacement contre la corruption, la déforestation, la destruction des ressources naturelles, l'urbanisation sauvage. Maintenant, ce qui est de plus important, c'est de construire un état de droit fiable et une gouvernance crédible. Par ailleurs, on ne cesse de souligner partout dans le monde que la clé du développement reste une formation performante et la capacité d'innovation. C'est par l'éducation que le peuple khmer pourra jouer un rôle de citoyen et défendra efficacement son droit de son pays. C'est par l'éducation que les femmes cambodgiennes, notamment, pourront trouver leur place légitime à l'égalité avec les hommes dans la vie politique et sociale. Ce qui est loin d'être le cas au Cambodge actuellement. Ce pays a besoin de femmes et d'hommes qualifiés à tous les niveaux pour exister pleinement dans l'avenir parmi les nations de plus en plus développées qui nous entourent. Aimer son pays, ce n'est pas seulement aimer la terre de ce pays, mais c'est surtout aimer les gens qui vivent sur cette terre en prenant tendrement soin que chacun dans sa vie puisse avoir la possibilité de réaliser le maximum de ses rêves. De la transformation de l'humain en capital humain. Un défi incontournable du Cambodge face à la mondialisation du XXIe siècle. Nous devons, disons Winston Churchill, prendre le changement par la main, sans quoi soyons assurés qu'il nous prendra par la gorge. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais venir vous dire, ces quelques lignes auront atteint leur objectif si elles contribuent à éveiller, ne serait-ce qu'un petit peu, la conscience dont l'homme a besoin pour réagir pour le présent et pour l'avenir. Je vous souhaite un plein succès. Merci de votre attention.